L'une des raisons de la confiance qu'inspire votre réflexion philosophique, André Gorz, c'est votre extrême discrétion. Vous avez toujours refusé, pour sauvegarder votre liberté de pensée, toute carrière intellectuelle classique, c'est-à-dire tout compromis avec le pouvoir, qu'il soit universitaire, qu'il soit syndical, qu'il soit politique. Écoutez, je ne sais pas à qui mes réflexions inspirent de la confiance. Je crois qu'ils ont une valeur de nuisance très élevée, et qu'en somme, c'est leur valeur de nuisance que je crois féconde. Comme vous le savez, je n'appartiens à aucune culture. J'ai été obligé de définir moi-même les critères de validité des valeurs qui sont charriées par toutes les cultures ambiantes. Je ne peux me reconnaître, ni ne m'identifier à aucune, ne me sentir chez moi dans aucune. Oui, aussi, on peut dire que vous appartenez à plusieurs, la civilisation, la culture allemande, française, non, juive, chrétienne. Je n'appartiens pas à la culture allemande, puisque j'ai cessé à l'âge de 16 ans d'accepter de parler et de lire en allemand. C'est que depuis l'âge de 16 ans, je ne pratiquais que le français. Je n'ai pas de culture allemande autre que celle qu'on peut avoir en faisant le bac, dans la langue allemande. Je n'ai pas continué à suivre la production intellectuelle, culturelle, littéraire, philosophique des Allemands. Mais j'ai ramassé des morceaux par-ci et par-là pour me bricoler, et je vous disais, j'étais un bricoleur, pour me bricoler un système d'orientation, un système de valeurs qui me semble correspondre à quelque chose de très fondamental dans la réalité humaine et de transculturel. D'abord, je n'ai pas les diplômes nécessaires pour faire une carrière universitaire. Je n'ai qu'un diplôme d'ingénieur. J'aurais pu faire un doctorat de 3e cycle ou quelque chose comme ça à partir de mes travaux sur Sartre, mais est-ce que c'est intéressant? Vous n'avez jamais eu envie d'enseigner, comme votre ami Ivan Illich aux États-Unis, au Mexique, par exemple? Mais Ivan Illich a été formé pour enseigner. Il a été formé par l'Église pour enseigner. Il a eu une formation qui est l'équivalente de la plus haute formation jésuite. Je ne crois pas qu'il soit jésuite, mais c'est cette formation qu'il a eue. Il a une vocation de formateur des âmes, des esprits, des caractères, des personnalités. Moi, j'ai pas cette vocation. Mais vous êtes un incitateur à penser quand même, sinon à mettre à penser. Mais je n'ai pas les moyens constitutionnels, si vous voulez, psychiques, spirituels. Je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Et vous êtes toujours méfié du Donc, pouvoir. je refuse toute forme de pouvoir et toute forme de puissance, sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. C'est la même chose que ressentait très fort Sartre, qui a renoncé à l'enseignement. Je ne me compare pas à lui. Je vous dis que le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères. C'est ça qui fait que je ressemble dans une certaine mesure à l'école de Francfort que j'ai pratiquée très tardivement seulement, qui elle aussi vous dit toujours que l'on ne peut contester un ordre établi, qu'on peut contester une civilisation, une culture dominante, qu'à partir de critères qui lui sont transcendants. Et qu'à partir du moment où on efface ces critères transcendants, on ramène tout à des critères utilitaristes, ou à des critères d'avantage ou de jouissance immédiate, c'est, comme l'appelait Marcuse, de la tolérance répressive. Enfin, on réprime tout ce qui transcende l'immédiate vers quelque chose qui vous fournit un critère absolu de jugement en retour, pour estimer que la seule chose valable, c'est ce qui existe, et que c'est à partir de ce qui existe qu'il faut s'orienter. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation, comme on dit, son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Il a toujours une réserve d'insoumission
de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement. Et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation qui est la liberté même de se remanier et de se redonner une existence que l'on ne tient que de soi-même, alors évidemment vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Donc ce qui est l'idéal, en un sens l'idéal non dit, l'idéal inavoué, oui, c'est plus confortable, non conscient d'une société de consommation, c'est de produire des gens qui se reconnaissent dans l'image d'eux-mêmes qu'un produit est censé leur refléter, et qui s'en satisfont. Donc nous revenons à la tolérance répressive de Marcuse. Beaucoup de vos compagnons de route, beaucoup des penseurs qui réfléchissaient avec vous dans les années 60, eux sont compromis avec le pouvoir depuis. Vous êtes l'un des rares, sinon le seul, qui continue à contester. Nous sommes quelques-uns, il y en a d'autres qui sont ajoutés. Moi je trouve que... Non, vous vous sentez pas un peu seul? Non, écoutez, vous avez des gens très âgés, enfin, de 15 ans plus âgés que moi en gros, comme Jacques Ellul, qui ont toujours fait ça. Vous avez aujourd'hui des gens de la génération ultérieure, comme Alain Finkielkraut, ou comme Alain Caillé, qui est Caillé avec comme tous les Caillés, ça s'écrit, hein. Alain Caillé, qui a fondé le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, le MOS, qui a une revue, la revue du MOS, qui sont des gens extrêmement intéressants dans lesquels je peux me reconnaître. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'impact médiatique. Ellul, par exemple, est un monument, considéré comme un monument de la pensée de ce siècle aux États-Unis. Mais il est méconnu en France. Il est à peu près méconnu en France. Jusqu'à un peu votre situation. Non. Quand vous dites que la plupart de mes contemporains se sont intégrés dans le système, eh bien, ils appartenaient à cette culture, ils appartenaient à cette société, ils pouvaient se laisser intégrer par le système. Moi, même si je voulais être intégré dans ce système, je ne m'y reconnaîtrai jamais. Si vous voulez, je suis voué à la contestation, et au lieu de chercher à aller contre ma pente en voulant être pareil à tous les autres, je préfère aller dans le sens de ma pente qui est de rester dans la contestation. Oui, vous vous méfiez des médias, puis vous êtes un peu à la philosophie, ce que Sioran et Julien Gracq sont à la littérature. Pourquoi cette méfiance des médias, de la presse? J'ai été journaliste dans la presse française. Jean Daniel, qui m'a amené de l'Express quand il a changé, quand il est devenu un journal plutôt conformiste, à mon avis, en 64, il m'a coopté dans l'équipe de fondateur du Nouvel Observateur, et il m'a laissé assez de champ pour continuer au Nouvel Observateur, de mener mon cirque contestataire, qui pour moi n'était pas une pause. C'était la seule façon dont je pouvais penser la réalité qui était en train de se déployer sous nos yeux. C'était de façon contestataire. Il m'a laissé assez de champ pour que je puisse le faire, pour que finalement je puisse me reconnaître dans ce que j'écrivais. Je ne dis pas qu'il a toujours été heureux de ce que je fais. Parfois il me disait, écoute, ça suffit comme ça. Si tu fais un papier comme ça tous les mois, ça ira très bien. Il faut pas continuer comme ça toutes les semaines. Ou alors il disait à des jeunes gens qui voulaient entrer à l'Observateur en disant, moi mon modèle c'est ce que fait Bosquet. Il disait, il peut y en avoir qu'un seul, et ça suffit largement comme ça. Voilà. Mais je ne peux pas dire que je refuse la presse. C'est plutôt, vous savez, il y a une chose très curieuse. Tant que vous êtes journaliste dans un journal qui a un certain impact, une certaine influence sur le public, tant que vous faites partie d'un journal, vous êtes reconnu et sollicité par des gens qui attendent de vous des services. Donc vous recevez des tas de livres, par exemple, dont on espère que vous allez rendre compte,
Et dans cet espoir que vous allez rendre compte des livres des autres, les autres rendent compte de ce que vous écrivez. Ça, c'est malsain. C'est ce qu'on appelle le système de l'ascenseur. Et à partir du moment où j'ai démissionné du journalisme, en 1983, je suis donc, j'ai démissionné du Nouvel Observateur. Oui, vous avez quitté Les Temps modernes et le Nouvel Observateur, et Oui. vous êtes retiré ici, dans votre maison de Bourgogne. Voilà, je me méfie de la presse. Je trouve que la presse française est d'un conformisme affligeant, que les gens sont superficiels, ce qui est largement la faute des directions des journaux, parce qu'ils ne donnent pas aux journalistes, et là je dois rendre hommage à la direction de l'Observatoire quand je m'y trouvais, ils ne donnent pas aux journalistes le temps et les moyens pour faire du travail approfondi. Pour vous occuper, par exemple, de l'économie de l'énergie, de l'économie du nucléaire ou de choses comme ça, il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un ou de donner des coups de téléphone aux spécialistes de la question, parce que les spécialistes de la question, ils vous disent jamais la vérité. Ils sont là pour couvrir la politique du gouvernement, dont ils ont été les experts en premier lieu. Donc si vous voulez en savoir plus, il vous faut descendre à des étages beaucoup plus bas et fouiller plus profond. Et ça, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, et non pas se contenter des réseaux d'information qui sont déjà en place. Par exemple, un journaliste en France qui se mettrait mal avec des cabinets ministériels ou avec l'Élysée se coupera de sources d'informations qui lui sont indispensables. Il y a une démarche un peu socratique dans votre pensée. Vous êtes un des rares à vous poser les problèmes là au niveau qui convient, c'est-à-dire la réalité concrète. C'est que je conteste le développement de la réalité concrète à partir de critères qui ne sont pas les plus courants et qui font des adeptes. Et vous êtes l'anti-chef par excellence. Voilà. Je ne peux pas être chef.